Mesdames et messieurs, nous allons entamer les différents sujets de la journée. Et le premier a pour titre: les forces d'opération spéciales américaines et ivoiriennes se sont entraînées ensemble. Ça veut dire, nos éléments de forces spéciales, là, ils ont fait entraînement avec les forces spéciales des États-Unis. Une équipe de soldats du commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique a conclu une formation d'échange combiné, conjoint, en abrégé JCET, de 7 semaines à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 8 septembre 2022. L'équipe américaine des soldats du commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique s'est entraînée avec les éléments des forces spéciales ivoiriennes pour améliorer leurs capacités opérationnelles et tactiques de prévention, de réponse et d'arrêt de l'extrémisme violent dans le cadre d'une formation d'échange combiné conjoint qui s'est achevée le 8 septembre 2022 à Abidjan après 7 semaines d'entraînement. Le JCET renforce les relations des États-Unis avec les pays partenaires en améliorant la préparation et l'interopérabilité conjointe et alliée. Aucune nation ne peut résoudre seule le défi de l'extrémisme violent, a déclaré le contre-amiral Jamie Sands, commandant du commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique. Je vais m'arrêter là pour expliquer un peu. Et là, je vais le faire de façon prosaïque. On dit, ce n'est pas moi j'ai dit, c'est un document. La Côte d'Ivoire, là, nos forces spéciales, là, si tu vois qu'on les prend pour aller faire des missions dans tous les pays du monde, c'est parce qu'on s'entraîne avec les meilleures forces au monde. Quand on cite les meilleures armées du monde, là, on n'a pas besoin de publicité. On sait que les États-Unis en font partie. Ça fait 7 semaines. Nos forces spéciales, là, à Abidjan, là-bas, elles se sont entraînées avec les forces spéciales des Américains. Et ils ont encore dosé l'entraînement de nos forces spéciales. Mais quand l'une des armées les plus efficaces du monde s'entraîne avec toi, est-ce que tu as besoin de dire que tu es fort? Et donc, chers parents, réfléchissez vous-même et essayez de mettre le niveau et de comprendre le niveau des forces armées et de défense de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais après cela, ce qui m'intéresse, quand on parle à des gens intelligents, surtout ça c'est pour nos frères maliens, ou même nos voisins, pardon, maliens, puisqu'on n'est plus frères, j'ai toujours dit que même les États-Unis ne peuvent pas gagner la guerre contre le djihadisme. Allez reprendre mes émissions, j'ai toujours dit ça. Quand je vous ai dit que le Mali doit se mettre dans un contexte international et global pour gagner la guerre contre le terrorisme, on me dit, ah non, 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 c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ce que j'avais dit là, le général contre-amiral Jamie Sands, le commandant des commandements des opérations spéciales des États-Unis en Afrique, lui, c'est lui qui parle là, il dit que pour gagner la guerre contre l'extrémisme violent là, aucune nation ne peut résoudre seule le défi de l'extrémisme violent. Ça veut dire quoi? Il dit aucun pays au monde, or les États-Unis aussi, c'est vrai qu'on peut appeler ça un pays. Et donc quand il dit aucune nation ne peut résoudre seule le défi de l'extrémisme violent, a déclaré le contre-amiral Jamie Sands, le commandant du commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique. Vous allez dire que moi je ne suis pas un militaire. Vous allez dire que moi je ne connais rien. On est d'accord. Mais voici ce que Jamie Sands a dit le 7 septembre 2022. Et parmi les nations qu'il a citées, il n'a pas fait d'exception. La Russie ne peut pas gagner contre le djihadisme. Les États-Unis seuls ne peuvent pas gagner contre le djihadisme. La France seule ne peut pas gagner contre le djihadisme. Or, ceux-là, ce sont des puissances militaires. Maintenant, est-ce que le Mali est une puissance militaire? Voilà bien la question. Et chers Maliens, nous ne parlons pas dans le vide. Nous ne savons pas tout, mais nous prenons le temps d'être à côté des gens intelligents, d'être à côté des spécialistes et nous leur posons des questions. C'est pourquoi ici, vous avez pu voir, nous avons invité des spécialistes en question du terrorisme ici, comme M. Abba, à qui nous avons posé beaucoup de questions. Et il est ressorti pour nous dire les mêmes choses. Après encore, il est parti sur RFI. Ils lui ont posé les mêmes questions. Il a dit que le Mali ne peut pas gagner la guerre contre le djihadisme en se mettant à dos le monde entier.
Et encore ce 7 septembre 2022, le commandant de toutes les forces d'opération spéciales des États-Unis pour l'Afrique vous dit la même chose. Donc, à vous de choisir. Nous apprécions la formation aux côtés de nos partenaires ivoiriens. Les deux parties apprennent l'une de l'autre. L'extrémisme violent au Sahel menace les pays situés le long de la côte ouest africaine, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell. Les États-Unis partagent la conviction des autorités ivoiriennes que la solution est de renforcer les liens entre l'État et la population et que le meilleur moyen d'y parvenir passe par le renforcement de la démocratisation, du respect des libertés individuelles et du professionnalisme des services de sécurité. Le JCET, récemment organisé, est l'une des nombreuses activités conçues pour renforcer les relations de sécurité américano-ivoiriennes et améliorer la sécurité nationale et régionale. La Côte d'Ivoire a accueilli Flintlock 2022, le plus grand exercice d'entraînement annuel des forces d'opération spéciales des États-Unis, Africa Command, et sera un partenaire clé du Flintlock 2023. En avril, les États-Unis ont annoncé une stratégie américaine de 10 ans pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. Un cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, la Guinée et le Togo sur une approche régionale intégrée pour prévenir les conflits, promouvoir la résilience et la stabilité et faire progresser le développement économique. Et donc ça c'était assez simple à comprendre, mais ce qui est le plus intéressant dans les mesures qui vont venir, vous avez vu, on dit en avril, les États-Unis ont annoncé une stratégie américaine de 10 ans pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité dans un partenariat avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, la Guinée, le Togo. Mais il y a un pays qu'on ne cite pas, le Mali. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi les Américains, sachant bien que le Mali est la porte même d'ouverture entre l'Europe et l'Afrique, va négliger le Mali? Parce que pour pouvoir arriver en Guinée, il faut d'abord passer par le Mali. Pour arriver en Côte d'Ivoire, il faut passer, quand tu quittes vers la Méditerranée pour descendre, il faut passer par le Mali. Et le Ghana, même chose. Ça veut simplement dire que le Mali s'est mis en dehors de la réalité mondiale. Mais quand tu te mets en dehors de la réalité mondiale, c'est que tu te mets aussi en dehors même de la stabilité et du progrès et du développement économique. Parce que qui parle de stabilité militaire, parle de promotion en termes de stabilité économique et de termes de développement. Malheureusement, c'est un choix très risqué pour ce pays-là. Et il faut être capable d'informer et d'éduquer les Maliens qu'aucun pays n'a réussi en se mettant à dos le monde entier, surtout les grands décideurs de ce monde-là, et qu'il faille revenir à la raison. Sujet numéro 2. Pour restaurer pleinement l'impérium de la loi, pour sauvegarder durablement l'ordre démocratique et républicain en Côte d'Ivoire. En octobre 2020, comme les fois précédentes, ces chefs de parti, de micro-partis et de factions se rassemblèrent en coalition factice pour formuler collectivement leurs demandes oligarchiques et antidémocratiques de pouvoir contre le suffrage universel. Les diverses cibles, telles que le Front du Refus, le CNT et j'en passe, par lesquels ils dénommèrent cette revendication oligarchique, furent les nombreux camouflages d'un déni de démocratie et d'une agression contre l'ordre républicain. Après l'échec de ces menées insurrectionnelles sur le terrain, ce déni de démocratie, cette agression contre l'état de droit et contre le principe de dévolution du pouvoir par le suffrage universel, continua de se camoufler sous les thématiques de réconciliation nationale, de réforme de la CEI et que sais-je encore. Sous ces formules sibyllines se dissimulait en réalité une quête oligarchique d'impunité enrobée dans une demande d'amnistie. On a voulu en cette demande impérative surréaliste d'amnistie au bénéfice des séditeurs et de criminels de guerre, corrompre le système judiciaire de la Côte d'Ivoire et les lois en vue d'en faire les boucliers de protection de l'autocratie et d'un état de non-droit.
vaut-il la peine d'attirer l'attention des Ivoiriens sur les signes sans équivoque, à travers les éléments de langage, les thématiques et les discours, qui annoncent en certaines poches non assagies de notre échiquier politique le retour sur prétexte de cette stratégie du chaos à l'approche des prochaines élections de 2023 et 2025. Il appartient au peuple souverain de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'au système judiciaire et à l'État ivoirien, d'user de ses prérogatives régaliennes pour sauvegarder par les lois l'ordre républicain et démocratique. La démocratie, comme régime de liberté, est le régime de l'impérium de la loi. La liberté humaine s'exprime sous la loi. Être libre, c'est se soumettre à la loi qu'on se donne soi-même en tant qu'être doué de conscience et de raison. Alexis Diet. Et cet article est très important parce que vous voyez, on pourrait peut-être dire que nous autres ne sommes pas des intellectuels, nous l'acceptons parce que tout est relatif. Mais une chose est évidente, quand vous écoutez ce que vient de dire notre aîné Alexis Diet, il dit que la liberté humaine s'exprime sous la loi. Ça veut dire que pour être libre, quand on décide de faire une vie en société, lorsque j'accepte les règles de la patrie, comme nous enseignait Rousseau, c'est en ce moment donc que je me donne des garanties, que ma loi aussi, que moi-même mes droits seront préservés et sauvegardés. Et donc, c'est une manière d'inviter le gouvernement ivoirien à appliquer la loi. Et qui dit appliquer la loi, dit d'appliquer les principes de justice dans la société. Et c'est très important. Aujourd'hui, les intellectuels de grand calibre en parlent. Nous autres, ne cessions d'en parler. Et la population même l'exige, autant que nos opposants. Et donc, quel argument le régime du président Ouattara a-t-il à ne pas appliquer la justice en sanctionnant tous ceux qui voudront bien violer la loi? Voilà la question que nous posons. Nous terminons avec le sujet numéro 3 qui a pour titre « Loyauté patriotique et loyauté familiale et tribale. Quelle différence ?» La loyauté patriotique est la fidélité de tous les membres de la cité à l'État, à la République et aux lois du droit positif. En d'autres termes, la loyauté patriotique, c'est lorsqu'un individu démontre de la loyauté vis-à-vis de son pays, des règles de son pays, mais aussi de chacun des citoyens à travers le droit et les lois que ce pays s'est assigné. La loyauté familiale, par contre, ou la loyauté tribale, ou encore la loyauté clanique, c'est la fidélité des membres d'une nation ou de la cité à leur lien lignagé de sang, à leur famille, à leur tribu, à leur clan et à leurs coutumes, au détriment de l'État, au détriment de la République, au détriment de la nation et au détriment des lois du droit positif. La loyauté patriotique présuppose que domine dans la cité et parmi les classes politiques dirigeantes une conscience de l'intérêt général et un sens de l'État qui transcende et qui va au-delà des loyalismes familiaux, tribaux et claniques. La loyauté patriotique est la fidélité à l'État, définie comme représentant politique de la société globale, de l'ensemble des citoyens, et non pas comme un représentant politique d'une communauté ou d'une classe particulière de la cité. La loyauté patriotique prévaut dans les États-nations, c'est-à-dire les États qui ont réussi à réaliser leur intégration nationale et où les membres de la cité se sentent citoyens et se définissent par leur appartenance nationale avant de se définir par leur appartenance ethnique. La loyauté familiale, tribale et clanique prédomine dans les États multi-ethniques intérieurement divisés qui n'ont pas encore réussi à réaliser leur intégration nationale et leur unité politique, où le sentiment de la conscience ethnique
domine le sentiment et la conscience nationale. Les États-nations où prédomine la loyauté patriotique sont nécessairement économiquement développés et politiquement avancés. Les États où prédomine la loyauté familiale, tribale et clanique sont intérieurement divisés, économiquement sous-développés et politiquement retardés. Et donc, mesdames et messieurs, c'est encore Alexis Diette. Et quand vous reprenez ces propos, pour aller un peu plus vite, vous aurez vite fait de comprendre qu'il est en train de nous dire que quand nous sommes dans un pays, il y a des gens, eux ne jurent que par leur appartenance familiale, tribale, clanique, et ils sont plus loyaux à leur tribu ou à leur ethnie. Alors que dans la même nation, il y a d'autres personnes qui, eux, sont loyaux à la République elle-même, aux lois de la République. Et il y a une grande différence entre ces deux citoyens. Ces citoyens, on peut prendre l'exemple de l'opposition ivoirienne et du parti au pouvoir. Vous remarquerez que le RHDP, vous n'entendrez jamais un militant RHDP digne de ce nom dire « Non, nous, on s'en fout de quelqu'un, nous, on est comme ça, parler d'ethnie. » Non. Nous parlons toujours d'idéologie, de respect des lois et surtout de l'intérêt de la patrie au-dessus de chacun de nous. Ça, c'est l'époque de la gouvernance de Ouattara. Donnez-moi un seul discours où Ouattara a dit qu'il a privilégié une ethnie au-dessus d'une autre. Donnez-moi une seule ethnie où il y a quelqu'un qui a été tué parce qu'il a été jugé en fonction de son appartenance. Donc, ça, c'est les premiers citoyens et les vrais. Et on a d'autres types de citoyens, comme les Gors, comme les tribalistes. Et Laurent Gbagbo et Bédié leur enseignent que dans la nation, la loyauté doit d'abord commencer par la tribu, doit commencer par la famille et doit concerner le clan. C'est pourquoi, durant la gestion de Bédié, il va même écrire un livre pour catégoriser les Ivoiriens et dire que les Akans sont les meilleurs, après viendraient, etc., etc. Et il va même dire que les peuples de l'Ouest sont des jouisseurs compulsifs qui ne savent que danser. Et les populations du Nord seront traitées carrément même d'étrangers et d'Ivoiriens douteux. Mais ce n'est pas étonnant, puisque c'est en réalité ce que chacun pense. Et ce que chacun fait est le reflet de ce que lui a enseigné son leader. Je vous ai dit ce que Alassane Ouattara a enseigné. Alassane même va plus loin. Alassane nous parle des États globaux. Depuis 1992, Alassane Ouattara, et c'est ce qui a fait que moi j'ai aimé Alassane Ouattara, il dit que pour que nos États soient forts, il faut qu'on quitte dans les stratégies de micro-États pour que nos États deviennent des grands ensembles. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Union africaine n'est pas en train de travailler sur ça? On veut diviser l'Afrique en 4 grands groupes. L'Afrique arabe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Et progressivement arriver à une Afrique unie. Et donc, vous voyez que lorsque Alassane Ouattara se met dans ce schéma, il ne peut pas être dans les schémas tribaux, familiaux ou encore claniques. Mais, chers partisans, prenez par exemple, après la description de ce que Bédié a fait, Laurent Gbagbo vient et continue la même chose. Parce qu'il n'a pas d'acquis politique. Parce qu'il n'a pas de connaissances pour aider ses partisans, encore moins les Ivoiriens. Il va faire croire qu'être patriote à son époque, c'était d'être un mouton, un individu moutonisé par le discours tribal, par le discours clanique et surtout par les propos désobligeants et humiliants et dégradants pour se sentir à l'aise. Et c'est là que vous verrez, à leur époque, ils disaient n'importe quoi et rien pour se sentir à l'aise. Eux tiraient leur plaisir en utilisant leur loyauté familiale, en utilisant leur loyauté tribale, en utilisant leur loyauté clanique pour essayer de dominer, d'insulter et de frustrer les autres. Et quand tu le faisais, plus tu réussissais, plus tu étais un vrai patriote, surtout encore quand tu prenais de l'alcool et des drogues pour essayer de tuer ces ethnies qu'ils n'aimaient pas, en particulier les gens du Nord et les opposants du RHDP à l'époque. C'est là encore que tu montais à grade dans ton patriotisme. D'où le surnom de Blé la machette, parce qu'il savait très bien manier la machette
pour détruire les vies de ceux qui s'opposaient à lui. Mais il va plus loin dans l'analyse pour nous dire que dans la vie, quel que soit le choix que tu fais, il y a un résultat là-dedans. Selon que nous ayons une loyauté pour la patrie elle-même, vous allez voir que des gens qui pensent comme Alassane Ouattara, forcément, les bénéfices seront que le pays va être économiquement et politiquement avancé. Mais les gens qui pensent comme les Bédier et comme les Laurent Gbagbo, le pays, puisqu'il est déjà cloîtré sur lui-même et ne se donne pas les moyens de progresser, le pays va devenir un pays économiquement sous-développé, politiquement retardé, et à l'intérieur même, on n'aura jamais la paix. Parce que si chaque tribu, si chaque clan, si chaque famille doit signer sa loyauté avec son clan et se battre contre les autres familles, se battre contre les autres clans et se battre contre les autres tribus, vous n'aurez jamais la paix en interne. Et un exemple évident, c'est celui de la Somalie. Un peuple, une langue, une religion, mais ils sont divisés par quartier. Pourquoi? Parce que chacun voue une fidélité à son clan, à sa tribu ou à sa famille. Et donc, sachons faire les bons modèles, sachons suivre les bons modèles. C'est ce que cet article nous enseigne et nous invite à. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Nous allons de ce pas passer à notre mère Blanc qui va lire son éditorial et quand elle aura fini, nous allons être capables de vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Bonjour, chère Oui, mère. allô? Bonjour, chère mère. Bonjour, cher fils. Bonjour à tous les EPV. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, mon texte s'intitule « Le retour de l'enfant prodigue ». Doit-on en rire ou en pleurer? En tout cas, ainsi va la politique en Côte d'Ivoire. Le politicien ivoirien ne se pose qu'une question. Qu'est-ce que j'y gagne? Jamais ne lui traverse l'esprit son rôle de rassembleur et de pourvoyeur vis-à-vis des nécessiteux. Fort de cette seule préoccupation pécuniaire, il va jusqu'à délester les plus pauvres de leur maigre part. Lorsqu'il est aux manettes, il s'en met plein la poche avec l'idée de trouver de l'aide pour renverser celui qui occupe régulièrement le fauteuil. Mais quand il s'aperçoit de l'infaisabilité de la sale besogne, après y avoir englouti toute sa fortune qu'il croyait inépuisable du reste, il revient pitoyablement, honteusement, vers celui qu'il avait manqué de renverser pour lui clamer loyauté, toute honte bue. Ah, ma bride poiqueuse, tu viens d'allonger le chapelet de ceux qui n'ont aucun respect, ni pour eux-mêmes, ni pour leur propre patronyme. As-tu pensé à tes enfants, poiqueuse? L'idée qu'ils se font de toi en procédant ainsi? Il est vrai que c'est pour eux que tu te prostitues de la sorte, mais quand même. Tiens, monsieur Mabry, ton histoire, ainsi que tous ceux qui, comme toi, ont craché dans la soupe Ouattara avant de revenir la poche vide et la queue entre les pattes pour manger leur vomi, s'apparente tout tant à la parabole du fils prodigue. Lui 15, 11, 32. Ce fils indigne et pressé, habité par on ne sait quel esprit maléfique qui exige sa part d'héritage d'un père encore vivant. En tout bon fils merdique, il part loin, dilapide sa part de fortune et revient en haillons, les poches vides, demander pardon à son géniteur. Ce dernier lui ouvrira les bras, car grand pardonneur. Tu vois, Mabry, même la Sainte Bible relate la félonie d'un comme toi. Il est déloyal comme toi, puis audacieux comme toi,
pour finir cocassement piteux comme toi. Nous en avons connu, dont nous n'allons pas nous donner de la peine à citer le nom ici. Il y aura certainement d'autres qui vont s'illustrer à la mabritoiseuse malheureusement. Il passe un message que face au gain facile, nul besoin d'honneur. Dès que vous voyez l'argent, hop, vous baissez vos frocs. Ils s'arrachent un matin à la hussarde et reviennent après coup à la manière d'une véritable infâme canaille. Nous serions heureux de savoir, Mabri, la façon dont tu as pris congé de tes copains du CNT. Sache tout de même que nous ne sommes pas dupes. Ta transhumance est mue que par le gain et pas par une quelconque conviction politique ou patriotique. Les vrais patriotes ne se déculottent pas aussi facilement. Ils assument, Mabri. Ils assument même quand la poche est vide. Tu n'es pas un exemple. Nous n'avons pas aimé, même si le père dont tu as un moment souhaité l'humiliation, voire la honte, te pardonne. Mabri, tu n'es pas bien, comme le disent les Ivoiriens. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère. C'est à vous que reviennent les compliments. Surtout quand on a encore l'opportunité d'avoir cette voix apaisante et très intéressante qu'est la vôtre. Et chère mère, voyez-vous, parmi les animaux qui ont des queues, il y a certains qui en ont, mais qui ne méritent pas. Et je prends l'exemple de mabritoiseuse. Dans mabri, vous enlevez le M, quand vous mettez un C, ça vous donne cabritoiseuse. Et vous verrez vite de comprendre qu'un bœuf a une queue qui lui sert non seulement pour protéger là où il faut protéger, mais aussi, au-delà même de la nécessité, c'est aussi un objet d'esthétique. Mais quand vous prenez un cabri, qui a aussi une queue, mais une queue qui ne lui sert à rien, ça ne couvre pas ce qu'il faut couvrir, et ça n'a aucun objet d'esthétique. Telle serait devenue la vie de notre mabri, qui serait devenu un cabri avec une queue qui ne lui sert à rien. Malheureusement, c'est le drame en Afrique de ceux qui s'improvisent politiciens juste pour remplir leur ventre et qui ne se demandent pas que chaque être humain a un devoir vis-à-vis de ses concitoyens. Est-ce de tels individus que nous pourrions choisir pour diriger nos pays? De tels individus peuvent-ils être les leaders de notre destinée commune? Voilà autant de questions que chacun devrait se poser. Lorsque des individus comme M. Mabri se laissent facilement manipuler par Soro Guillaume d'être le prochain président de la Côte d'Ivoire ou d'être le président de l'Assemblée nationale, et que ces individus croient en ce vendeur de poudre d'eau qu'est Soro Guillaume, c'est à croire que si les Ivoiriens font l'erreur de donner leur destinée à des hommes naïfs comme Mabri, demandez-vous sur une table de négociation à l'échelle internationale, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagnerait? Quand Soro Guillaume peut manipuler des gens comme Mabri, comme Bédié, comme Gbagbo, est-ce que ces personnes-là peuvent négocier les intérêts véritables de la Côte d'Ivoire en face des Chinois, des Américains et des Occidentaux? Chers Ivoiriens, réfléchissez correctement. La naïveté est la plus grosse erreur qu'un politicien puisse faire. Or, Mabri est quelqu'un qui n'a pas de consistance en termes de personnalité interne. Et ça, n'oubliez pas cela. Et restons vigilants. Quelqu'un qui sait changer au gré du vent le refera chaque fois. Et là, nous allons le dire clairement et de façon très propre. Merci, chère mère, pour ce brillant article qui explique tout. Merci beaucoup, mon fils. Bon week-end à tous. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci, je ne manquerai pas. Merci.